Donc, il y a Dominique Perrault à Berthierville, il y a André Villeneuve à Lanoret, Alain Goyette à la Visitation de l'île du Pas, il y a Robert Puffal à Sainte-Geneviève de Berthier, il y a Richard Bellemare à Saint-Cuthbert, Sonia Desjardins à Saint-Norbert et il y a également Michael Saint-Turcotte à Mandeville. Donc, c'est tous des nouveaux visages à la mairie dans la MRC d'Autrey. Sinon, qui dit fin des élections municipales, dit aussi un nouveau conseil de la MRC de d'Autrey et donc nouveau préfet suppléant. Effectivement, M. Germain, qui était préfet avant et qui est maire de Saint-Didas, a cédé sa place. Donc, c'est Christian Goulet, qui est maire de Lavaltrie, qui est devenu préfet, et M. Jean-Luc Barthes, qui est maire de Saint-Ignace de Loyola, qui est devenu préfet suppléant. C'est également la rentrée parlementaire le 22 novembre qui a eu lieu. Donc, on avait rencontré Yves Perron à ce sujet. Tu étais rapide, tu as joué élite, tu avais beaucoup de talent. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais des objectifs, des ambitions au baseball? Tu sais, je pense tout de suite à Éric Gagné, tu as à peu près le même âge qu'Éric, qui était à Repentigny, pas tellement loin d'ici, qui a percé au baseball majeur. Est-ce que tu as eu un rêve concernant le baseball? Non, pas un rêve. Je trouvais déjà le chemin au baseball majeur. J'ai jamais vu peut-être une opportunité pour moi. J'étais quand même assez bon, mais de là à faire un joueur des majeurs non plus, aucune idée, je crois pas, mais je croyais que j'avais plus de chance en tant que joueur. Donc, et j'aimais le hockey aussi. Une excellente équipe. Cette année-là aussi, j'avais fait partie de l'équipe Québec, les moins de 17 ans. On avait perdu en finale contre la Finlande. Et puis, non, c'était une belle saison. Malheureusement, on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, mais des bons souvenirs, une excellente équipe. Et encore aujourd'hui, même si on avait 16 ans, donc je ne dirais pas exactement ça fait combien de temps, mais ça fait un bout, mais on reste encore en contact. Tu as joué à Hawkesbury, 140 points en 55 matchs. Est-ce que ça fut une campagne longue. Moi, j'ai annoncé à la mi-novembre l'an passé que je me présentais. Et puis, ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Écoutez, finalement, une campagne comme ça, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au final, c'est les citoyens qui y gagnent. Parce que la démocratie, ça fonctionne par le débat. Et des débats, je peux vous dire qu'il y en a eu, des discussions avec les citoyens, il y en a eu beaucoup. Alors oui, j'ai été élu maire. J'ai quatre candidats de mon équipe qui ont aussi été élus. Et écoutez, puis je veux saluer, je pense que c'est important de le faire, là, je veux saluer toutes celles et ceux qui, autant à Lanoret qu'à travers le Québec, ont posé leur candidature. C'est pas quelque chose de facile de mettre, comme on dit, sa tête sur un poteau. C'est pas quelque chose de facile. Moi, ils ont tout mon respect. Bravo à vous tous, même ceux qui ont perdu ou gagné, peu importe. Bravo à tous ces gens-là qui font vivre notre démocratie. Mais très heureux, très heureux. Et je veux remercier, évidemment, en terminant, je veux remercier les Lanoroises et les Lanorois de m'avoir fait confiance. Et je peux vous dire qu'on commence ce travail demain matin. Donc, concrètement, qu'est-ce que les gens de Berthier-Masquinongé doivent s'attendre de votre retour en chambre le 22 novembre? En fait, c'est qu'on continue à travailler, puis là, on va arriver en force, puis on va brasser les affaires. Il faut que ça bouge rapidement. Vous savez qu'un contexte de gouvernement minoritaire, la dernière législature nous l'a démontré, quand on commence des actions, parfois, on n'a pas le temps de les finir. Moi, j'ai l'intention de régler des dossiers. Donc, entre autres, au niveau national, la loi sur la gestion de l'offre, c'est clair qu'on va partir de ça. J'ai parlé tantôt, dans le point de presse, des points qui se rapportent plus au niveau local. Fait que vous savez que deux grandes préoccupations, c'est les berges. Évidemment, il y a la pyrotite qu'on partage tous dans la région. Après ça, il y a les berges. Je veux relancer ça. Je veux que le fédéral prenne ses responsabilités. Les tours cellulaires. Les trous cellulaires. On veut un programme dédié pour la couverture des trous cellulaires. Et ça, on a déjà commencé à travailler. On n'attend pas que le Parlement siège. Mais évidemment, ça va aider, ça va accélérer les choses. Ça, c'est bien important. Les enjeux de main-d'œuvre, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Maintenant, passons à l'action. On est rendu le 22 novembre. Il est déjà tard. Il y a des choses rapides qu'on peut voter, comme un crédit, entre autres, pour les personnes de plus de 60 ans qui seraient éligibles à la retraite, qui voudraient continuer à travailler, que ce soit à temps plein ou à 2-3 jours semaine, c'est pas important, mais ces gens-là ont payé des impôts toute leur vie. Ils ont le goût de travailler, ils vont s'ennuyer s'ils ne travaillent pas. Puis les entreprises ont besoin d'eux et de leur expertise et de leurs compétences. Ça serait illogique de ne pas agir en ce sens-là. Les crédits d'impôt pour les gens qui s'installent dans les régions. On travaille beaucoup pour les travailleurs étrangers aussi. Faire venir les gens dans les entreprises agricoles. Puis parfois, quand on en parle, ça peut avoir l'air de
des dossiers nationaux, mais on a une multitude de cas dans Berthier-Masquinongé de gens qui nous appellent d'une façon, je vous dirais, assez régulière. Puis on pousse les dossiers, on réussit à faire débloquer, mais c'est pas normal que ça doive passer par le bureau du député. Il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement de ça et on va y travailler fermement. Écoutez, moi, premièrement, c'est ma première campagne. J'ai fait une campagne porte-à-porte. J'ai fait un peu de publicité sur les réseaux sociaux, mais je tenais vraiment à marcher. Les 2 dernières journées, vendredi, samedi, j'ai fait 25 km aller-retour sur certaines rues. C'est une année, oui, particulière. Je pense qu'on le voit aussi un peu avec le taux de participation là, partout au Québec qui a été un petit peu... Donc, tu sais, les événements COVID et tout ça, on dirait que les gens se sont pas très... Le fait aussi que ça soit tout de suite après une autre élection. Une autre élection, les gens après le fédéral. Donc, oui, ben moi, c'était ma première. Je suis très satisfait, évidemment, de la victoire. Très, très satisfait de la réponse aussi. J'ai pris la peine de jaser avec des gens. Il y a à certains endroits, j'avais des discussions qui duraient des 40 minutes, 45 minutes. Donc, les gens très intéressés à me connaître. Et ben, la réponse est là. Une victoire à 57 je crois. 57,4 je pense. 57,4. Puis il y a 36 des gens qui étaient inscrits qui ont voté. C'est un petit peu plus qu'ailleurs au Québec, mais c'est quand même pas oui, fort. J'ai fait un peu de recherche 2013-2009. Ça tournait autour de 48-50 %. C'est ça. Mais bon, ouais, c'est ça. On a expliqué un peu les circonstances. Il n'y a pas juste à Berthierville. Il n'y a pas juste à Berthier, c'est partout. Au départ, hier, je faisais un peu de pointage, je regardais, je recevais des résultats provisoires. Oui, à un moment donné, je me suis dit, bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai oublié de compter des choses? Mais bon, quand j'ai su que c'était comme ça partout, je me suis dit, OK, c'est pas les gens de Berthier qui sont désintéressés. Même certains quartiers, ça a voté au-dessus de 60 donc certains districts. Alors, non, c'est la démocratie, c'est comme ça. On fait partie on est dans un pays où les gens s'expriment, ont le droit de s'exprimer et ont le droit aussi de décider de ne pas se présenter pour faire ça. Donc, il faut respecter ça, mais malgré tout, c'est quand même, tu sais, c'est 57 c'est pas, on n'est pas dans une histoire du référendum à 50,2 ou certaines, je pense à Québec, entre autres, qui c'est très serré. Donc, c'est correct. On accepte ça. Je suis très heureux de ça, oui. Fait que là, on est le lendemain de l'élection. Il s'est passé quoi ce matin? Il se passe quoi dans cette première journée-là? Un petit lendemain de veille. C'était un peu euphorique hier avec ma famille. C'était chez moi. On n'a pas fait de gros rassemblements. On a respecté aussi, justement, les consignes sanitaires. Donc, c'était chez moi, ma famille directe, quelques amis, quelques conseillers qui sont venus me saluer. Donc, c'était très, très, très sobre et on s'est permis aujourd'hui de faire la grasse matinée ce matin. Un petit peu plus. Ouais. Puis là, tranquillement, ça va s'enchaîner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même à découvrir. Hein? Il y a plein de choses, mais j'ai eu quand même la chance de jaser déjà avec des gens impliqués. Des gens de la Chambre de commerce, j'ai jasé avec des conseillers. On m'a renseigné déjà beaucoup sur plein de choses. Je suis quand même pas un étranger qui arrive, je suis de la place. Je connaissais déjà certains dossiers, je les connais mieux maintenant, j'en connais d'autres. Bon, j'ai pris congé de mon travail aujourd'hui. Mon employeur, commission scolaire, le centre des services scolaires, ma directrice qui m'a félicité ce matin. Donc, j'ai pris congé parce que je voulais rester un peu avec ma famille aujourd'hui. Je savais que, bon, je me coucherais peut-être un peu tard. C'est déjà prévu pour ceux qui se posent la question si je vais être disponible. C'est déjà prévu, ça fait 2 ans que je suis en retraite progressive. Donc, à partir de janvier, je suis déjà en congé donc pour le restant de l'année. Et à partir de octobre prochain, si je le veux, je prends ma retraite à 5 jours de vie. Ça va être donc, j'ai pas de contrainte de temps. Ça ne sera pas une contrainte de temps. Donc, beaucoup de dossiers qui s'en viennent. Je suis très fébrile, vraiment, très heureux.
ça fait longtemps que je parle de ma ville. Donc maintenant, comme on dit, il va falloir que les bottines suivent les babines. Je vais vous donner un petit peu la raison pour laquelle moi je me suis impliqué rapidement à la MRC, parce que quand on arrive comme maire, moi il y a 8 ans, je suis arrivé, je ne connaissais rien, je ne savais même pas ce que c'était une MRC. Et je me suis rendu compte que dans le conseil de la MRC de Dautrey, on est chanceux parce qu'il y a de très belles valeurs, puis moi j'ai adhéré à ces valeurs-là parce que c'était les miennes aussi. On parle de respect, beaucoup. On parle d'intégrité, je parle des individus là, qui font partie du conseil. On parle aussi de la façon dont le conseil fonctionne, où il y a continuellement une recherche de consensus. Et il y a aussi une recherche de solutions communautaires à nos problèmes ou à nos opportunités. Donc ça, c'est des valeurs qui m'ont rejoint, sur lesquelles j'ai essayé de continuer de bâtir, là, comme dans mon rôle de préfet, et aussi dans mon implication dans les divers comités. La MRC de Dautrey, vous allez vous en rendre compte, si vous ne le savez pas déjà, ça ne fait pas beaucoup de bruit dans les médias. On n'entend pas souvent parler de la MRC de Dautrey dans les médias nationaux. Il ne se passe pas grand-chose chez nous, il n'y a pas de scandale, il n'y a rien de super extraordinaire. Mais on est extraordinaire à beaucoup de points de vue. Puis je l'ai constaté, moi, comme préfet aussi, parce que ça m'a été dit par des personnes en haut lieu. Lorsqu'un ministre dit Monsieur le préfet, la MRC de Dautrey, le modèle que vous avez développé pour l'implantation et le développement de la fibre optique, c'est le modèle que toutes les MRC du Québec auraient dû adopter il y a 10 ans. Vous avez été des précurseurs, bravo. Quand quelqu'un te dit un ministre du Développement économique, le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Fitzgibbon, te dit M. Germain, on parlait de développement économique puis de nous faire donner au MRC plus de pouvoir. Il me disait, vous savez, c'est pas égal partout dans les MRC. Il disait ça il y a quelques années, là, avant la création de l'Accès Entreprise Québec, où on a eu des ressources pour engager, de l'argent pour engager des ressources. C'est pas égal partout, mais je peux vous dire que j'ai déjà entendu parler de la MRC de Dautrey, puis chez vous, ça va bien. Puis ça, quelqu'un qui dit ça au Québec dans un congrès, ça veut dire quelque chose. Quand notre service de sécurité incendie a un directeur qui gagne une mention d'honneur au Canada comme meilleur chef de pompier au Canada, par ses pairs, ça veut dire quelque chose aussi. Puis ça veut dire qu'on a bien monté ce service-là. Puis on parle aussi des mentions qu'on a reçues en culture, des nombreux prix qu'on a reçus. Ça veut dire aussi quelque chose. Donc, on ne fait pas beaucoup de bruit dans les médias, mais on travaille bien. C'est l'image que les gens ont de nous au gouvernement. Et c'est important parce que ça amène des résultats à court terme et à moyen terme. Quand je suis arrivé préfet, il y a quelques années, 2 ans déjà, ça passe vite, il y avait en fait 4 chantiers sur lesquels je voulais travailler et on a réussi à faire avancer malgré la pandémie. Un de ceux-là, c'était la réorganisation du service inspection. Donc, ça concerne surtout les municipalités qui en sont membres parce qu'on avait vraiment des difficultés à vraiment implanter ce service-là. Ça, c'est en train d'être réalisé. Je suis très content qu'on ait réussi à faire ça. Puis ça devrait se finaliser bientôt là, avec les ententes avec les municipalités membres. On a aussi un défi, puis ça correspondait à mon expérience sur laquelle je voulais venir, c'est qu'au niveau performance et structure organisationnelle, la MRC est en développement. Et je voulais m'assurer, parce qu'on a des défis à ce niveau-là, qu'on mette des choses en place pour se prémunir ou se prévaloir de meilleurs outils organisationnels pour l'avenir. Puis on parle dans ça surtout de la gestion de notre capital humain. C'est ça qui va être la clé dans les années qui s'en viennent. On le voit là. Avec la pénurie de personnel, là, ça s'enlise dans tous les pans de la société. Et ça, c'est partiellement parti parce qu'on a eu, en fait, des actions qui ont été entreprises, dont un diagnostic organisationnel qui est un mandat qui a été donné à l'équipe de la FQL. Ça se termine, donc ça va vous être présenté assez bientôt. Et on a aussi prévu dans notre budget l'engagement d'une ressource en ressources humaines, une personne en ressources humaines au niveau supérieur en termes hiérarchiques pour être capable de nous aider à bâtir l'organisation de la MRC au niveau capital humain pour les années qui s'en viennent. Il y a aussi un 4e volet, celui-là, on n'a pas eu le temps malheureusement parce que la pandémie nous a un petit peu retardé. Je voulais qu'on démarre un processus de vision et de planification stratégique pour la MRC. On se doit de le faire, ça fait partie des mandats des MRC. Je pense qu'on l'a fait à quelques reprises de façon embryonnaire, mais il faut en arriver avec un plan stratégique à court, moyen, long terme
pour être capable de planifier au moins les 5-10 prochaines années qui vont être capitales au Québec. On parle de mesures au changement climatique, on parle de pénurie de personnel, on parle d'augmentation de coûts dans beaucoup de secteurs. Donc, on va avoir des défis immenses, il faut être préparé au niveau stratégique pour faire ça. Donc, ça m'amène à parler brièvement de ce qu'on a vécu depuis 2 ans. On appelle ça une pandémie, mais rassurez-vous, je ne vous fais pas la litanie de ce qu'on a vécu. Je veux juste vous faire remarquer, puis ça, je vais terminer là-dessus parce que c'est un point très positif, que ce qu'on a vécu depuis 2 ans, ça a été un accélérateur de changement. Donc, à tout point de vue, je pense qu'il faut le voir de façon très positive. On voit tout de suite, on pense tout de suite à télétravail, on pense à réorganisation du travail, on pense à de nouvelles façons de travailler aussi pour les gestionnaires. Ça a été aussi, au niveau personnel, une prise de conscience. Prise de conscience du temps qui passe vite. On vieillit, je vieillis comme beaucoup de monde. Je suis vraiment certain que je suis un des plus vieux ou dans les plus vieux ici ce soir. Puis ça t'amène à réfléchir un peu à ce que tu veux faire de ton temps qui te reste, parce qu'à mon âge, on commence plus à compter les dizaines d'années qui nous restent en bonne santé, mais plutôt les années. Donc, on est rendu là. Et ça m'a amené à me poser comme question et à décider, en fait, parce que j'ai dû mettre beaucoup de projets de côté, surtout à cause de la pandémie. Ça m'a retardé au niveau familial. J'ai vécu des choses plates. Il y a des gens qui sont décédés, là, ça passe. J'ai perdu des parents pendant la pandémie pour du COVID. Fait que ça fait réaliser qu'il ne reste plus beaucoup d'années pour réaliser des projets. Et c'est pour cette raison que je ne solliciterai pas un 2e mandat comme préfet. C'est pas parce que le travail n'est pas captivant, n'est pas le fun, c'est vraiment une décision personnelle. Et là-dessus, je vais rester très positif parce que je vais rester engagé dans plusieurs comités. J'ai l'intention de donner mon nom à quelques endroits. Je vais continuer de contribuer parce que j'y ai beaucoup de plaisir. Alors moi aussi, je suis vraiment fébrile, je dois vous dire. Je suis émue qu'on en soit rendu à l'étape finale de l'adoption d'un projet de loi portant sur le tribunal spécialisé, sur l'implantation d'un tribunal spécialisé. Au-delà de l'idée d'un tribunal spécialisé, aujourd'hui, le message qu'on est en train d'envoyer, c'est qu'on est en train de redonner la place qui devrait revenir aux victimes de violences sexuelles et conjugales dans notre société. Ces personnes-là, ces victimes-là ont souffert en silence, ont souffert de ne pas être prises en compte convenablement et correctement dans notre système de justice, dans nos institutions, je dirais, de manière générale. Et il nous a fallu un choc en pleine face avec le mouvement « Moi aussi » pour que, je pense, on prenne la pleine mesure de leur souffrance, mais aussi de la désaffection, de la perte de confiance extrêmement grave et profonde des victimes de violences sexuelles et conjugales à l'égard du système policier, du système de justice. Et aujourd'hui, j'espère qu'elles vont retrouver un peu d'espoir avec cet aboutissement important de se doter au Québec, à la faveur du projet de loi sur le tribunal spécialisé, d'une institution qui, on en est très confiant, va vraiment leur permettre de reprendre une place, la place qui doit être la leur, et de rebâtir, pas à pas, un jour à la fois, un geste à la fois, cette confiance-là qui est si gravement effritée. Aujourd'hui, je pense que c'est un nouveau chapitre qui s'écrit d'une belle histoire, malgré toutes les souffrances, pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Parce que c'est une manière de leur dire que tous ces cris du cœur, que tout ce mouvement sur les réseaux sociaux, que toute cette peine, cette détresse, cette revictimisation, on l'a entendu. Et que, comme élus, on a décidé de prendre nos responsabilités. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire collectivement ici au Salon Bleu puis dans notre institution de l'Assemblée nationale, c'est de dire aux gens, on va les prendre nos responsabilités. Ça sera peut-être pas simple, il va peut-être falloir ébranler quelques colonnes du temple, mais on est rendu là, on vous a entendu et on les prend nos responsabilités. Puis pourquoi aussi je pense que c'est le chapitre d'une belle histoire éloquente, c'est parce qu'on a réussi à le faire pour les victimes, puis à le faire de manière transpartisane. Puis j'espère que ça va être aussi je dirais, une étape importante pour se dire que quand on veut, on peut. Puis même si ça a l'air difficile,
Puis même si ce n'est pas nos manières de faire habituelles, on est capable d'inclure l'exécutif, le législatif, les oppositions, les ministres dans une volonté commune. Et j'espère que ça aussi, de manière plus large que juste pour la question qui est déjà fondamentale, évidemment, de donner une voix aux victimes et à leur réalité, ça va être un signe d'espoir pour les gens qui espèrent une démocratie de plus grande participation, de plus grande collégialité, parce que je pense aussi que ça, on a un devoir d'exemplarité pour rebâtir la confiance de manière plus large. Alors moi, aujourd'hui, je me rappelle de toute cette histoire, de cette belle histoire qu'on a écrite ensemble, d'une idée que j'ai eue dans la foulée du mouvement, moi aussi, le 8 mars 2018, après avoir assisté à un forum de l'ex-ministre de la Justice libérale, Stéphanie Vallée, dans la foulée du mouvement, moi aussi, à savoir comment on peut changer les choses, puis à m'être questionnée, puis à regarder ce qui se faisait ailleurs, puis à voir cette idée des tribunaux spécialisés, notamment en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, d'avoir lancé cette idée-là, qui a commencé à faire du chemin. Dans la foulée de l'affaire Roson, où très peu de plaintes, une seule en fait, a été retenue, d'avoir interpellé l'ex-ministre de la Justice, la présidente du Conseil du Trésor, en lui tendant la main, en lui disant « il me semble qu'on doit travailler ensemble sur comment rebâtir la confiance », comment implanter des tribunaux spécialisés. Et puis, elle a saisi, et je lui rends hommage, elle a ouvert vraiment le dialogue. Elle a dit oui, c'est une bonne idée. On s'est rencontrés rapidement avec ensuite la collègue de Sherbrooke, la collègue de Marguerite Bourgeois, qui a été ensuite remplacée par la collègue de Verdun dès le mois de janvier. Moi, je l'avais interpellée en décembre. Dès le mois de janvier, on se rencontrait à Montréal. Et puis, c'était une rencontre. Je pense qu'on a tout de suite senti que le courant passait et qu'on se sentait investi d'une mission puis qu'on allait tout faire pour être à la hauteur de cette mission-là. Ensuite, l'histoire a continué. On s'est adjoint un comité extraordinaire avec 2 coprésidentes que je veux saluer, Mme Elisabeth Corté, Mme Julie Desrosiers, et un groupe d'experts qui n'a pas lésiné sur les efforts, qui s'est réuni pendant des heures et des heures et des semaines et pendant plus d'une année. Et puis finalement, comme le disait ma collègue, on a déposé il y a un peu moins d'1 an le rapport Rebâtir la confiance, qui avait 190 recommandations, mais une recommandation centrale qui est ce tribunal spécialisé. Et pourquoi c'est central, le tribunal spécialisé? C'est parce que c'est une manière de dire aux victimes qu'on leur a toujours demandé, même si elles sont des victimes de crimes extrêmement complexes, personnels, différents d'un vol, d'une fraude, et surtout très intimes, on leur a toujours demandé de s'adapter au système de justice, de faire comme si c'était un crime comme les autres. Mais aujourd'hui, avec un tribunal spécialisé, on envoie un message puissant qui est de dire qu'enfin, c'est le système de justice qui s'adapte à la réalité, aux besoins, à la complexité de la situation des personnes victimes de violences sexuelles et conjugales. Et ça, en soi, c'est une mini-révolution. Je le qualifie comme ça depuis des mois. Je le pense vraiment. Parce qu'il y a cette espèce d'idée que pour rendre justice, il faut que tout soit pareil. Mais au contraire, si tout est tout le temps pareil, qu'on ne s'adapte pas à la réalité des crimes qui sont devant nous, à la réalité des victimes qui sont devant nous, bien, on assiste à des dénis de justice. Donc, ce n'est pas la justice de ne pas tenir en compte de ces spécificités-là, de cette complexité-là accrue et de ces crimes tellement atroces qui sont un véritable fléau dans notre société. On s'en rend compte avec ces mouvements-là à quel point c'est endémique et ça n'a pas de sens. Donc, c'est un levier sur lequel on travaille aujourd'hui. Bien sûr, il faut travailler beaucoup en prévention, mais avec le tribunal spécialisé, non seulement ça va changer concrètement les choses, mais ça envoie un message puissant qu'on est capable, quand on le veut, de changer le cours des choses et de changer nos institutions. Donc, le projet de loi numéro 92, loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales, est adopté.